Nous poursuivons l'exploration donc des outils de soutien à cette évolution d'imaginaire et en particulier la question des musées avec une notion de musée que nous allons entendre très diversifiée aujourd'hui. Et nous allons commencer par Laure Ménétrier, qui est directrice du musée du vin de Champagne à Épernay. Je vous laisse la parole. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Ravie d'être avec vous aujourd'hui. Merci Véronique pour le clin d'œil au déjeuner d'huîtres et à cette première représentation de consommation de champagne 1735 pour Versailles. Merci aux organisateurs de cette journée. Je remercie tout particulièrement le directeur de la Cité du Vin, Philippe Massol, ainsi que Philippe Hernandez, Mélanie Paris et Adèle Deschenaux pour l'organisation de cette journée. Alors, j'ai été sollicitée pour vous proposer une présentation qui interroge la place d'un musée du vin, donc un établissement patrimonial, culturel et à vocation touristique aujourd'hui, place donc de ce musée comme partenaire de la filière viticole. Donc ça va se faire en 3 temps. Je vais vous faire une rapide contextualisation pour vous parler de ce musée que je dirige depuis 6 ans, le musée du vin de Champagne et d'archéologie régionale à Épernay. Ensuite, je vais mettre en avant donc, quelques exemples pour illustrer cette politique culturelle d'un musée du vin en tant que partenaire de la filière viticole. Et puis surtout, je vous parlerai d'un projet que nous avons porté avec l'interprofession champenoise, donc un partenariat qui a donné naissance à un projet inédit d'expo itinérante sur l'histoire de l'encépagement en Champagne et sur la question des innovations variétales. Donc je vais oser me positionner comme directrice et conservatrice de musée aujourd'hui, donc avec une focale très muséale que je vais assumer. Je vais être également très pragmatique, on va être dans le concret. Et donc, ce que je veux surtout, c'est partager avec vous mes interrogations, mes réflexions, mes doutes, c'est-à-dire vraiment les questions que je me pose quand je me lève le matin, peut-être pas tous les matins, mais qu'est-ce qu'on fait quand on est directeur, conservateur d'un musée du vin? Et je vais faire en sorte d'être optimiste. Voilà, donc depuis 6 ans, je dirige un musée qui est situé donc à Épernay, qui s'appelle donc le musée du vin de Champagne et d'archéologie régionale. Très rapidement, ce musée, c'est l'héritier de plusieurs musées qui avaient été réunis au sein d'un même bâtiment. Le château Perrier que vous voyez ici, ancienne demeure d'un négociant en Champagne, donc des musées qui avaient été réunis dans les années 50, qui vont fermer dans les années 1990. Pour donner naissance à un nouveau projet de mutualisation de ces musées. Nouveau projet qui va donc prendre forme dans les années 2010, donc programmation architecturale, muséographique. Donc tout ça est pensé pendant une dizaine d'années. Campagne de réhabilitation de cette demeure entre 2018 et 2020. Et ouverture de ce nouveau musée le 29 mai 2021, après plus de 22 ans de fermeture. Ce musée, juste donc pour bien vous préciser, il est donc situé avenue de Champagne, qui est un des sites témoins du bien inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO des coteaux, maisons et caves de Champagne. On a comme voisins quelques-unes des plus grandes maisons de Champagne que vous connaissez évidemment. On est dans un bâtiment qui est classé au titre des monuments historiques. Et on est un musée de France. Donc, musée de France, c'est une appellation du ministère de la Culture, dont les missions essentielles sont encadrées d'un point de vue réglementaire au sein du Code du patrimoine. C'est un musée, pour finir cette contextualisation, qui réunit des collections a priori très hétéroclites. Moi, je vais vous parler que de la partie viticole aujourd'hui, mais c'est un musée où il y a des collections d'archéologie, beaux-arts, paléontologie, art extra-européen, etc. Donc, a priori, ça n'a pas grand-chose à voir, mais au final, ça raconte l'histoire d'un seul et même territoire qu'est la Champagne. C'est un musée qui accueille aujourd'hui, hors événements privés, je ne parle pas de tout ce qui est privatisation, entre 40 000 et 50 000 visiteurs à l'année. Et voilà, donc quelques photos du circuit dédié au vin de Champagne. Je ne détaille pas, j'ai dû vous mettre, vous avez le temps de lire un petit peu tout ce qu'on peut y voir. Évidemment, c'est l'objet muséal qui est au cœur de la mise en récit. C'est cet objet muséal qui va donc tout d'abord incarner ce discours, et tout cela va être contextualisé
grâce à différents dispositifs de médiation. On est sur une muséographie très participative, des maquettes qu'on peut manipuler, par exemple pour comprendre le remuage dans le process d'élaboration du champagne, une table des arômes, beaucoup de vidéos, d'interviews d'acteurs du champagne, des outils multimédia également. Voilà, je vous ai mis la table des arômes, la pyramide des étiquettes et des belles bouteilles de champagne. Voilà, donc un circuit qui, bien sûr, met en récit cette histoire régionale d'une économie viticole et d'une culture viticole. Et donc maintenant, je voudrais vous parler de ce lien entre musée du vin et filière viticole. Alors d'abord, on va quand même un petit peu s'interroger sur le musée, qu'est-ce que c'est? Donc là, je vous vois peut-être froncer les sourcils, vous rappelez vos souvenirs de quand vous étiez petit, quand vos parents, vos grands-parents vous tiraient dans les musées et que vous vous disiez « mais qu'est-ce qu'on s'ennuie dans les musées? Qu'est-ce que c'est ennuyeux ?» Et là, je ne peux pas non plus m'empêcher de citer 2 personnes que j'ai entendues hier soir lors du discours de l'inauguration de l'expo et ce matin. Donc, je ne peux pas m'empêcher de faire référence à ces 2 propos. J'ai entendu hier soir que la Cité du Vin était beaucoup plus qu'un musée, puisque c'est un lieu vivant et un lieu de dialogue. Et ce matin, j'ai entendu qu'il ne fallait surtout pas finir comme un objet de musée. Rassurez-vous, madame, monsieur, je ne vous citerai pas vos noms, mais vous vous reconnaissez peut-être, je ne suis pas du tout vexée, j'ai l'habitude. Voilà. Et en effet, oui, l'objet de musée, a priori, il ne bouge pas beaucoup, mais c'est parce qu'il faut le protéger et le préserver. Mais en fait, il dit beaucoup de choses. Il est très vivant, l'objet de musée. Parce qu'il est vivant, il parle, il incarne quelque chose, il dialogue avec un passé, mais également avec un présent et un avenir. Donc en effet, je vais faire en sorte de vous prouver qu'un musée, c'est très vivant et qu'on peut y faire beaucoup de choses. Donc juste pour vous rappeler, ça c'est la définition qui a été adoptée il y a 3 ans, ça a été très long de la mettre en place, par le Conseil international des musées, ICOM. Ce que c'est qu'un musée, donc il y a des mots importants, au service de la société, recherche, collecte, conservation, interprétation, encourager la diversité, la durabilité, être accessible, être inclusif, et puis offrir au public des expériences variées, d'éducation, de divertissement, et oui, ça y est, on parle de divertissement, de réflexion et de partage des connaissances. Voilà, donc un musée, c'est plein de choses. Il y a une dimension scientifique. Première dimension d'un musée, c'est une dimension scientifique autour de collections d'objets. On recherche, on conserve ce patrimoine matériel et immatériel, on l'étudie, on l'enrichit. Ça, c'est la première raison d'être d'un musée. La seconde raison d'être d'un musée, c'est évidemment la dimension culturelle, c'est que tout cela, on va le partager. On va interpréter ce patrimoine, on va le partager sous plein de formes. Ça peut être des expos, ça peut être des expériences immersives, ça peut être des jeux, on peut faire appel à la réalité virtuelle, faire des ateliers créatifs. Il y a plein de façons de partager ce patrimoine, de façon à la fois intelligente et agréable. Et puis bien sûr, les musées aujourd'hui, ce sont de réels acteurs économiques et touristiques pour un territoire. On participe à la vie économique, à la construction de la notoriété et de l'animation d'un territoire. Juste 2 chiffres. De chiffres d'affaires concernant le tourisme en France. On estime que le no-tourisme, à l'heure actuelle, on est entre 7 et 10 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Et concernant le patrimoine culturel, ça peut se croiser parfois évidemment, on est environ entre 15 milliards d'euros de chiffre d'affaires de ce tourisme du patrimoine culturel. Donc ce n'est pas négligeable. Voilà, donc bref, le musée, c'est un lieu de métissage. Il faut concilier plein d'activités, plein de missions. On a plein de partenaires, plein de publics. On est à la fois un peu, on a un peu les missions d'une université, un peu les missions d'un centre socio-culturel ou d'une médiathèque, et également un peu les missions d'un lieu touristique et de divertissement. Et surtout, depuis quelque temps, les musées se sont pleinement investis au service de la société. Pour être de vrais acteurs citoyens, avoir un vrai rôle sociétal, pour s'interroger sur finalement nos sociétés, nos communautés humaines et nos liens avec cette planète et avec les ressources de cette planète. Donc pensez à des musées comme les Confluences, le MUSEM, le musée du Quai Branly, qui s'interrogent beaucoup justement sur ces questions sociétales, environnementales, économiques, etc. Dans cette perspective, dirigeant un musée du vin en Champagne, je me suis très rapidement interrogée sur la place de ce nouvel équipement ouvert en 2021. Alors à la fois dans le cadre de la dynamique œnotouristique actuelle, mais ça je ne vous en parlerai pas aujourd'hui, mais c'est une autre vraie question de points communs et différences avec les centres d'interprétation, les cités par exemple. Voilà. Et puis positionnement de ce musée en tant qu'acteur accompagnant la filière viticole. Donc finalement voilà, les questions c'est ça. Ce patrimoine viticole ancien, qu'est-ce que j'en fais? Comment je le fais résonner avec les questions qu'aujourd'hui la filière viticole se pose? Comment je fais de ce patrimoine un levier de développement territorial? Et comment je fais en sorte que les publics
donc, mais entre 40 000 et 50 000 visiteurs qui passent, 60% de visiteurs internationaux. Comment je fais pour que, également, ces publics-là, alors évidemment, on va leur raconter une histoire de la Champagne viticole, mais comment je fais pour que ces publics-là aussi ils puissent être sensibilisés aux questions, aux interrogations de la filière viticole et notamment de la filière Champagne, que ce soit les problématiques liées à la décarbonation de la filière viticole ou les problématiques liées aux nouveaux modes de consommation, nouveaux usages, nouvelles perceptions du vin dont on a déjà parlé depuis ce matin. Comment on fait? Alors, quelques exemples, donc très concrets. Je vais vous donner quelques exemples. Ah, vous avez déjà d'ailleurs 2 photos à droite de comment on glisse un certain nombre de rendez-vous, et la Cité du Vin le fait merveilleusement bien également. Comment on glisse dans la programmation culturelle quelques rendez-vous qui permettent de croiser la dimension patrimoniale et vraiment cette dimension sociétale qu'ont aujourd'hui les musées. Alors un exemple, c'est par exemple au-dessus un colloque qu'on a co-organisé avec l'INRAP l'année dernière à Épernay, sur comment les sciences qui sont sollicitées par l'archéologie et l'histoire, donc les sciences de la Terre, les SHS, peuvent aider, par leurs recherches, peuvent aider la filière viticole. Par exemple, quand on étudie la géomorphologie des sols, le travail de l'érosion des sols, c'est intéressant pour les producteurs viticoles, quand on s'intéresse aux coteaux, toute la question de l'érosion des sols. On avait aussi beaucoup parlé de la question de la génétique des cépages. Voilà, en travaillant sur l'arbre généalogique des cépages, notamment dans le monde de l'archéologie, on découvre beaucoup de choses. Il y a une grande expo en ce moment à Troyes sur la tombe de Lavaux, une tombe princière celte, où on a découvert justement des résidus à l'intérieur de contenants qui, quand on étudie tout ça, ça permet d'avoir cette traçabilité de la génétique des cépages. Et donc, c'est très intéressant pour justement le aujourd'hui et le demain, l'innovation variétale, par exemple, dont je vais parler après. Donc ça, c'était un très beau colloque qui croisait. Et c'est là vraiment où le musée il avait tout son sens, c'est qui permettait de croiser les disciplines, les publics, les partenaires. Voilà, d'autres exemples. On a un rendez-vous mensuel qu'on appelle les rendez-vous du 13, parce qu'on est au 13 de l'avenue de Champagne, où on essaye de parler de toutes ces thématiques. Et donc, je salue alors Christelle Leprel, qui était passée nous parler des nouveaux modes de consommation et de la place du vin dans nos sociétés. Je salue également Aurélie Melin, qui était également venue nous parler de la place des femmes et de la féminisation de la filière Champagne. Et 2 autres exemples que j'ai en tête. On a, il y a 2 ans ou 3 ans, non 2 ans, accueilli un défilé de vêtements professionnels de viticultrices et agricultrices. Donc ça, c'était quelque chose qui a été porté par la commission des viticultrices du syndicat général des vignerons Champagne. C'était donc un défilé de mode dans le caveau du musée, avec cette thématique de, c'est quoi en fait, comment on travaille le vêtement professionnel des femmes qui travaillent dans les vignes, en cuverie. Parce qu'en fait, pendant longtemps, les femmes, comment elles faisaient? Elles allaient chercher des vêtements d'hommes et elles prenaient la taille du dessous, en gros. Enfin, c'était ça. Sauf qu'on n'a pas forcément la même morphologie, etc. Donc, il y avait toute une thématique très, très intéressante sur le vêtement professionnel à travers ce défilé. Et puis un dernier exemple que je voulais vous citer, c'est par exemple alors c'était encore le fascinant week-end à l'époque, aujourd'hui c'est Vignoble en scène, c'est l'événement de Vignoble et Découvertes, donc un week-end par an au mois d'octobre. On avait mis en avant les métiers connexes, donc qui sont liés au monde du champagne, pour montrer justement comment ils travaillent à limiter leur impact carbone en travaillant des nouveaux matériaux, des nouveaux process. Donc on avait parlé du verre évidemment avec la bouteille, et de la coiffe, voilà, du bouchon également. Voilà, donc plein de thématiques que pour le moment on n'aborde pas dans le parcours permanent, dans le parcours de visite, mais qu'on aborde dans la programmation culturelle pour qu'à un moment le visiteur qui passe, au-delà de l'histoire de la Champagne viticole et au-delà de la dégustation de vin qu'il va faire à côté dans une maison de champagne, il puisse aussi être sensibilisé à ces questions contemporaines. Mais en effet, je fais ce constat, je le fais encore, que toutes ces questions de comment la filière Champagne met en place une politique, une stratégie d'adaptation au changement climatique, toutes ces questions-là, elles ne sont pas abordées dans notre parcours de visite. Donc c'est quelque chose qui m'embête. Et donc je fais en sorte de travailler à ce qu'on puisse peu à peu aborder ces questions-là dans le parcours de visite, notamment grâce à un partenariat avec l'interprofession Champagne, donc avec le comité Champagne, qui nous a permis de mettre en commun et de partager des préoccupations. Donc c'est ce que je vais c'est ce que je vais partager avec vous maintenant. Donc je me suis rapprochée du comité Champagne afin de signer un partenariat inédit, incarné notamment par la création d'une exposition itinérante, donc Vigne en Champagne, innovation
et encépagement, une épopée collective, donc une expo qui porte sur l'encépagement et l'innovation variétale. Donc un sujet essentiel pour la filière viticole et qui me semblait pertinent à évoquer et à partager avec les publics du musée, un sujet un peu méconnu du public. Donc je vous propose de revenir rapidement sur la genèse, le contenu et les attendus de cette exposition itinérante. Donc c'est un partenariat qui a été conclu en mars 2024 entre la ville d'Épernay, le comité Champagne et l'association viticole champenoise, qui se compose de plusieurs axes. Donc d'abord la conception et la coproduction de cette expo, dont je vais vous montrer des photos après, donc inaugurée en mars 2025 donc par Christine Mazy, maire d'Épernay, et les coprésidents du comité Champagne, Maxime Toubar et David Chatillon. Donc ça, c'est le premier axe. Le second, c'est des actions de médiation en lien avec cette expo. Et le troisième axe de ce partenariat, donc ça, c'est demain, c'est ce sur quoi il faut qu'on travaille avec le comité Champagne en 2026 et 2027, c'est justement faire appel à l'expertise de l'interprofession pour intégrer ces thématiques dans le parcours permanent de visite du musée. Moi, je vais vous parler de l'expo. Donc l'expo, c'est quoi ? On est vraiment, c'est l'originalité entre un projet patrimonial et un outil de vulgarisation technique et scientifique. Donc une expo financée par le comité Champagne qui résulte d'une volonté partagée de valoriser ce patrimoine agronomique et technique qu'est l'histoire de l'encépagement en Champagne. Donc c'est là que c'est intéressant, c'est que c'est la première fois qu'un musée s'associe à une interprofession viticole afin de se saisir et de restituer, à travers une expo, des résultats de recherche contemporaine sur le sujet de la création de variétés résistantes. Donc nous avons pensé cette expo comme un outil de médiation scientifique au service de l'innovation, puisqu'il s'agissait non seulement de restituer une chronologie de l'encépagement champenois, et c'est là que les ressources patrimoniales et archivistiques sont importantes, donc chronologie de l'encépagement champenois, surtout à partir de la crise phylloxérique, à partir de la fin du XIXe siècle, mais il s'agissait également de donner à voir ces mécanismes historiques, économiques et biologiques ayant structuré l'implantation durable de la vigne en Champagne. Et c'est là aussi où c'est intéressant, c'est ce prisme, c'est que ce travail collectif a permis de documenter l'histoire d'une appellation viticole à travers le prisme de sa matière première, qu'est le végétal. Donc il y a eu 4 grandes lignes directrices qui sont là, sous les yeux, voilà, vous les avez sous les yeux. 4 lignes directrices qui ont posé les fondations de ce projet. L'itinérance, c'est une expo pensée pour être itinérante, inaugurée au musée d'Épernay, certes, mais qui voyage, voilà, un peu partout au sein de l'aire de l'appellation Champagne, mais qui pourra même aller au-delà. Donc elle est conçue comme un dispositif mobile, dont le transport, vous voyez les modules, c'est plusieurs modules, dont le transport et le montage sont réalisables dans la même journée, par une équipe sans formation préalable. J'ai testé, et je ne suis pas douée en bricolage. Elle est également modulable, puisqu'on peut y ajouter ou non un module d'approfondissement, qui est ce que vous voyez sur la droite, dont je vais vous dire un tout petit mot après. Et on peut également y ajouter ou non un meuble de dégustation, notamment quand on veut faire des dégustations de nouvelles variétés, qui permettent de s'ajuster aux différentes configurations d'espace et aux différents publics. Il faut entre 70 et 100 mètres carrés pour accueillir l'exposition. Ça, c'est la première ligne directrice. La seconde, c'est une ouverture à des publics variés, puisque dès le départ, c'était ça aussi où c'était intéressant de travailler entre un musée et une interpro, c'est qu'on n'avait pas forcément les mêmes objectifs de cible, et que l'idée, c'est de pouvoir atteindre toutes ces cibles. Moi, évidemment, c'est mes publics, notamment les publics qui ne se sont jamais posé toutes ces questions, qui viennent de découvrir les imaginaires et le process de Champagne qui fait rêver, etc., mais qui ne se posent pas toutes ces questions du matériel végétal. Donc, c'est vraiment toucher ces publics nationaux et internationaux. Et bien sûr, pour l'interprofession, c'est pouvoir s'adresser aux professionnels, les futurs professionnels de la filière. Troisième axe, une muséographie participative, ludique et attrayante, parce qu'on est quand même sur des thématiques ardues. Et alors, il y a quand même du texte. On a réduit, mais c'est vrai que dans le monde des musées, on est bavard, mais à l'interprofession viticole aussi, de Champagne. Donc, les textes sont quand même relativement costauds, mais heureusement, autour de ces textes, on a fait en sorte d'avoir beaucoup d'outils ludiques, participatifs, qui rendent les choses accessibles. Donc, on va avoir, je vous ai mis quoi comme photo ? Voilà, par exemple, un petit jeu sur les cépages, les anciens noms, les nouveaux noms de cépages, puisque vous savez qu'il y avait une grande diversité de cépages avant la mise en place des cahiers des charges des appellations. Dans toutes les régions, il y avait beaucoup plus de cépages. C'est d'ailleurs pas compliqué de faire le tri et de savoir quels noms les différents noms cités dans les ouvrages
à quel cépage d'aujourd'hui ça se rapporte. Voilà, donc on va voir ce jeu, on va avoir pas mal de vidéos. Qu'est-ce que je vous ai mis? Non, je ne vous l'ai pas mis là, je ne sais pas comment je reviens là. Hop. Voilà, là vous avez un petit film qui permet de voyager dans l'ancienne école de viticulture de Mouette et Chandon, le Fort Chabrol, qui a été mis en place au moment de la crise du phylloxéra, et donc de comprendre justement ce dont parlait Olivier tout à l'heure, comment il a fallu réapprendre aux vignerons leur métier, et donc voilà, ces ateliers de greffage, de mise en pépinière, mise en chambre chaude, etc. Voilà, on a un jeu vidéo dans cette expo qui nous permet de nous transformer en défenseurs de la vigne face aux maladies à virus. Voilà, voilà, donc beaucoup des capsules vidéo, des capsules audio, etc. Et le dernier axe, évidemment, la valorisation de ressources patrimoniales qu'on a allé chercher dans les collections du musée et du comité Champagne, mais également d'autres établissements. Vous avez par exemple là un document très intéressant en bas, c'est une carte calcimétrique. Si on revient à cette époque de la reconstitution du vignoble, quand il a fallu arracher et reconstituer le vignoble, il a fallu choisir les porte-greffes. Les porte-greffes qui allaient au mieux s'adapter au sol. Voilà, et notamment en Champagne, on a des sols très calcaires. Donc il y avait vraiment ce problème de développement de maladies, enfin, notamment de la chlorose de la vigne, de cette décoloration des feuilles. Et donc il a fallu en fait étudier les sols de toutes les communes viticoles. Voilà, et donc là c'est très intéressant, vous avez tous les lieux-dits qui sont cités, et donc la teneur en calcaire de ces différents sols. Voilà, donc 4 axes fondateurs. Donc là, l'exposition circule sur le territoire. Je crois qu'elle est au lycée viticole d'Avise et qu'elle ira bientôt dans l'Aube. Voilà, avec donc, je ne sais pas si j'ai fini. Non, voilà, juste voilà, pour finir par rapport à cette exposition, vous dire qu'en fait, on était sur 6 grandes thématiques. La Champagne avant la crise du phylloxéra, la crise phylloxérique avec la naissance du collectif en Champagne, la reconstitution du vignoble, la sélection clonale et les cépages champenois qu'on connaît aujourd'hui, la Champagne qui renoue avec l'innovation variétale depuis une trentaine d'années, et la Champagne qui prépare son avenir. Et je pense bien sûr à ce qui a été fait entre les différentes interprofessions de Champagne, Bourgogne, Beaujolais et Jura, avec Canopée, cette serre bioclimatique de prémultiplication des plants de vigne. Je voulais vraiment vous parler de cette expo parce que ce qui était très pertinent, c'est de pouvoir croiser les regards, les expertises, les publics, et interroger l'histoire de ce matériel végétal en Champagne. Histoire qui permet bien sûr d'éclairer le présent. On en a un exemple très concret là, avec l'idée de la création de nouvelles variétés. Expo aussi qui permet de valoriser les métiers de la filière. Une singularité qui a été reconnue, je regarde évidemment Monsieur le Président de la Nef, puisque cette exposition a reçu le prix de préservation et de valorisation du patrimoine viticole 2025. Et d'ailleurs, il faudra qu'on trouve une date pour remettre ce prix. Conclusion. La culture comme soutien de la filière. Quelle place pour les musées? Alors, c'est une esquisse de réponse. Voilà, la question, c'est comment, avec tous ces objectifs qui sont assignés au musée aujourd'hui, comment on trouve notre place et comment on concilie cette rigueur scientifique et ces activités de recherche au fait de rester fun et attractif et glamour, et d'être viable économiquement, de trouver sa place également dans cet environnement œnotouristique qui est de plus en plus riche, et au fait d'être un partenaire identifié comme fiable, reconnu, utile pour la filière. Et c'est là où vraiment je reviens à la définition même d'un musée et à son activité protéiforme, à son identité plurielle. C'est que je pense qu'il est indispensable de promouvoir justement cette identité plurielle et de jongler avec ces différentes choses. On collecte des connaissances et des témoins matériels. On s'interroge toujours sur comment on peut partager les enjeux de la filière à des publics non professionnels, souvent peu initiés, qui, quand on leur parle de la changement climatique, nous disent oui, il y a les petits moutons dans les... Voilà, vous mettez quelques herbes, et puis la viticulture bio, puis... Voilà, on dit oui, alors oui, il y a d'autres questions néanmoins à prendre en compte. Voilà. Et donc d'affirmer très clairement notre rôle sociétal. Par exemple, en rappelant les liens entre la dynamique d'une activité humaine, ce qu'est une activité humaine, et son utilisation durable des ressources de cette planète. Et surtout, toujours, réfléchir, s'interroger, partager nos interrogations, dézoomer. C'est très important de dézoomer, c'est-à-dire, par exemple, quand on est en Champagne, ne pas parler et penser que à la Champagne. Et quand on est... Alors moi, j'ai la chance que c'est un musée pas que viticole. Ça, c'est bien. C'est que...
Voilà, on dézoome forcément, parce qu'on rencontre plein d'autres partenaires avec leurs propres préoccupations, mais de dézoomer aussi en s'intéressant à d'autres économies de production, par exemple. Voilà, et je vais finir, je ne peux pas m'empêcher. Alors, hop, oui, ça doit être la dernière. Oui, c'était la dernière. Bon, là, c'est juste un petit clin d'œil, je joue ma VRP pour vous parler de l'exposition qui est en place au musée d'Épernay sur les représentations et la sociabilité du champagne. Mais je vais finir avec une citation. Certains vont sans doute sourire, pour les personnes qui me connaissent un peu. J'ai une très grande fascination pour un très grand monsieur des musées, qui est intervenu dans pratiquement tous les musées de France et presque, je ne vais pas dire du monde, mais voilà, au musée d'Aquitaine à Bordeaux, au musée du vin de Bourgogne, et là je verse ma petite larme en pensant au musée du vin de Bourgogne, au musée du vin d'Épernay, mais également bien sûr à ce qui était le premier, l'ancêtre du MUSEM, le musée des arts et traditions populaires au Bois de Boulogne, qui est également l'un des fondateurs de l'ICOM, le Conseil international des musées, Georges-Henri Rivière. Georges-Henri Rivière, il disait au sujet des musées, alors c'est pas propre à la filière viticole évidemment ce que je vais vous dire, mais ça me semblait important puisqu'on parle de culture, de se dire à un moment la culture ça sert à quoi, surtout face à cette pression économique qui est aujourd'hui de plus en plus forte. Il disait, en imaginant s'adresser à une petite fille, et on est en 1978, « Vois-tu petite, le succès d'un musée ne se mesure pas au nombre de visiteurs qu'il reçoit, mais au nombre de visiteurs auxquels il a enseigné quelque chose. Il ne se mesure pas au nombre d'objets qu'il montre, mais au nombre d'objets qui ont peut-être pu être perçus par les visiteurs dans leur environnement humain. Il ne se mesure pas à son étendue, mais à la quantité d'espace que le public aura pu raisonnablement parcourir pour en tirer un véritable profit. C'est cela le musée. Sinon, ce n'est qu'un espèce d'abattoir culturel dont on sort réduit à l'état de saucisson. » Je vous remercie. Merci beaucoup pour cette présentation très vivante, ce plaidoyer même très vivant pour le monde des musées. Merci.